Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. J'ai la chance de recevoir Marc Fleuret, président du conseil départemental de l'Indre. Passionné par l'éducation et par le sport, Marc Fleuret est rapidement entraîneur national de l'équipe de France de judo des malvoyants, puis éducateur sportif territorial, première expérience avec la fonction publique dans un domaine qui le passionne, l'éducation. C'est la passion de l'autre et l'intérêt pour le monde du handicap qui va pousser Marc Fleuret à devenir directeur technique national pour le judo handisport. Il ramènera d'ailleurs la première médaille d'or française pour une judoka non-voyante aux Jeux d'Athènes en 2004. Mais la politique ne le lâche pas et il enchaîne au pas de course les fonctions de maire adjoint à Châteauroux, puis maire de Déol, avant d'être appelé en juillet 2021 à la tête du département de l'Indre. Un parcours express où la priorité à l'éducation et à la jeunesse a toujours été un pilier de ses engagements. On a parlé de Thierry Ray, du handicap, du mandat de maire, mais on a aussi parlé de Simone Veil, de Pathé Berrichon, de Goût-de-l'Effort. Bref, une conversation inspirante avec l'homme à la tête du département de l'Indre et de ses 1200 collaborateurs. Je vous embarque à la découverte de Marc Fleuret, un sprinter de la fonction publique. Goodberry, c'est parti. Bonjour Marc Fleuret. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le podcast. En tout cas. Écoutez, moi aussi, je suis heureux d'être là. J'avais une première question. Vous travaillez très certainement avec des collaborateurs que vous connaissez bien. On vous appelle président ou Marc ? Alors ici, on m'appelle président. D'accord. J'allais dire, dans l'intimité, mes collaborateurs très proches, comme ma directrice de cabinet, m'appellent Marc. Mais voilà, en public, c'est toujours président. Et j'allais dire, dès qu'il y a des personnes extérieures, c'est président. Ouais. Voilà. Mais dans l'intimité du travail, c'est Marc. D'accord. Quand on voit votre parcours rapide, on y reviendra. Vous aviez de l'ambition, vous, quand vous étiez petit ? Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une ambition, c'était d'enseigner. C'est vraiment une chose que j'ai toujours voulu faire, enseigner. Et c'est vrai que je l'ai vécu à travers le judo, très rapidement. Mm-hmm. Mais j'avais pas d'ambition, à part l'ambition sportive, bien sûr, puisque j'ai eu une carrière de sportif qui a pas trop mal marché. Mais oui, j'avais l'ambition dans le sport. Disons que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. D'accord. Vous êtes originaire du Berry ? Oui, je suis né à Châteauroux. Je suis vraiment originaire d'ici. Je suis parti en région parisienne, enfin d'abord à Orléans et puis en région parisienne. C'est le sport qui a un peu mené mes déplacements géographiques. Et puis j'ai eu un retour dans le territoire indrien il y a plus de 20 ans maintenant. J'étais nommé entraîneur national de l'équipe espagnole de judo pour les non-voyants. J'avais été visiter mon appartement à Madrid de fonction. Enfin voilà, tout était en place. Et mon professeur de judo, mon premier professeur de judo de Déol m'appelle en me disant écoute, je pars en retraite et il y a un poste. Ce serait peut-être pas mal que tu postules. Et puis c'est vrai que mon épouse était attachée à revenir sur Châteauroux parce qu'elle est originaire de Châteauroux, donc elle m'a dit tu devrais postuler. Et puis sur la route de l'Espagne, je me suis arrêté à Déol puisque j'ai été pris. Voilà, c'est assez rigolo, mais je regrette pas du tout aujourd'hui. Okay. C'était vers quel âge ? Ça fait 20 ans, donc j'avais une trentaine d'années quoi. Ah, ok. Quand vous êtes plus jeune ou ado, c'est vraiment le sport comme métier de rêve ? Alors au tout départ c'était l'enseignement parce que j'aime beaucoup transmettre aux plus jeunes. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et d'ailleurs j'aime bien aussi être entouré de jeunes collaborateurs parce que je trouve qu'ils nous poussent, ils nous donnent de la vie et de l'envie. Et puis après effectivement le fait que ça marche pas trop mal dans le judo, ça m'a orienté, j'allais dire assez naturellement vers l'enseignement du judo. Ça s'est fait au fil du temps, au fil de l'eau. Ok. Comment se passent les études ? Alors les études, scolairement, j'étais pas quelqu'un de très assidu. Je travaillais, mais à mon avis pas assez, et surtout au goût de mes parents, surtout mon père qui était prof. Finalement, une fois que j'ai trouvé ma voie à travers le judo et quand je suis rentré à l'école de formation d'Orléans, je suis sorti major de promotion d'ailleurs. Une fois que vraiment que j'ai trouvé ma voie, ça a bien fonctionné. Après, je suis rentré dans la fonction publique où j'ai passé le concours d'éducateur sportif territorial. C'était le premier concours en 1995 et j'ai fini major de promotion, ce qui m'a permis aussi
d'être bien placé pour revenir à Déol quand j'ai choisi de revenir, de m'arrêter ici. Et à l'époque, vous aviez des modèles de sportifs ? Oui, alors j'avais des modèles. J'avais un modèle, Thierry Ray, et le hasard de la vie fait qu'aujourd'hui, il est responsable du parcours de la Flamme pour le COJO, et que en tant que président, je l'ai rencontré je l'ai revu il y a pas très longtemps, et on se voit régulièrement là. Donc c'est vraiment sympa. Ah, génial. Sur ce job d'éducateur sportif, c'est plutôt l'éducation ou le sport qui vous a guidé vers ce métier ? L'éducation, vraiment. L'éducation, le contact avec les plus jeunes et même les plus anciens, et de transmettre, d'apprendre, de trouver toujours la méthode pour pouvoir apprendre aux autres. C'est vrai que le fait que j'ai rencontré des personnes handicapées, en l'occurrence, dans le cadre de ma formation, j'ai rencontré un jeune garçon non-voyant qui avait 6 ans. Je me rappelle encore de son prénom, Virgile. Ça fait pourtant très longtemps. De voir tout ce qu'il arrivait à faire sur un tapis de judo, ça m'a bluffé. Et j'ai eu envie de m'impliquer dans le monde du handicap. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé de fil en aiguille entraîneur national en 93. En tant que président du conseil départemental, vous avez gardé cette priorité à l'éducation ? Alors la priorité à l'éducation, effectivement, mais aussi à la jeunesse. Je pense que sur un territoire comme le nôtre, c'est important de s'occuper de nos jeunes. Si on veut stabiliser, la perte d'habitants, il faut que déjà nos jeunes se sentent bien sur notre département, et qu'ils y trouvent leur compte, tant au niveau des études. Donc là, il y a un gros travail à faire, et qui est en place, mais qu'il faut qu'on développe au niveau des universités pour que les jeunes aient des possibilités de formation sans aller trop loin, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils partent, c'est difficile de les faire revenir. Souvent, ils rencontrent l'âme sœur, et puis ils ont envie aussi de voir autre chose. En tout état de cause, s'ils se sentent bien, même s'ils vont découvrir d'autres territoires à travers leurs études, ils auront envie de revenir. Donc c'est important qu'on ait un vrai travail sur la jeunesse, et on s'y attelle avec mes collègues du département sur ce mandat-là. D'accord. Et pour revenir au métier d'éducateur sportif, vous pensez qu'on peut réellement rattraper un manque d'éducation par le sport ? Alors, j'allais dire que le sport, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas toute sa place sur le territoire national comme il devrait, parce que souvent, il y a des enfants qui sont pas scolaires, mais à travers le sport, on peut leur amener du cadre, on peut leur amener le goût de l'effort, et leur faire passer des caps comme ça et des paliers, et finalement les raccrocher à travers la discipline sportive pour qu'ils puissent s'épanouir finalement scolairement parlant. Moi, c'est exactement le cas pour moi. J'étais quelqu'un qui n'était pas forcément très scolaire. Par contre, le sport m'a amené ce cadre dont j'avais besoin, et m'a donné le goût de l'effort. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le travail, quand on a l'habitude de faire des entraînements très durs et très longs, finalement, on encaisse plus facilement une dose de travail importante que certains. Ça, c'est une évidence. La France, c'est un pays très intellectuel universitaire où le sport n'a pas forcément toute sa place. Effectivement, c'est le problème. Donc là, récemment, dans le cadre de la campagne des présidentielles, je suis très impliqué dans le groupe sport, pour Valérie Pécresse. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment de travailler sur le fond et de travailler sur le sport de demain. Comment on voit le sport demain ? Donc on travaille avec beaucoup d'acteurs nationaux du sport, et on a choisi l'option de faire des groupes étanches, c'est-à-dire que les gens qui participent, les noms ne se diffusent pas à l'extérieur pour qu'ils aient une liberté de parole, et surtout que ça soit apolitique et qu'on travaille sur le fond. Donc c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous avez appris de cette période d'éducateur sportif ? Il faut jamais classer les personnes dans des cases, parce que avec le travail, avec des méthodes pour essayer de les emmener plus loin. Alors, si je peux m'exprimer plus précisément, souvent on a tendance à dire ce jeune-là, il n'est pas fait pour les études, ce jeune-là, il n'y arrivera pas, etc. Et ça, c'est très français. Et je pense que quelqu'un n'est jamais perdu scolairement, j'allais dire. Il faut trouver la bonne méthode, et puis surtout il faut que lui trouve sa voie. Moi, je le vois à titre personnel. Moi, j'ai mon fils, mon numéro 2, qui a eu du mal à se trouver. Il a redoublé, etc. Enfin, ça a été compliqué, mais le jour où il a trouvé sa voie, aujourd'hui il est en école d'ingénieur, il a des super notes. Voilà, il a trouvé sa voie, et il fait quelque chose qui lui plaît, donc ça l'emmène en fait. Ouais, okay. Est-ce que vous avez eu des succès en tant qu'éducateur sportif, donc vous êtes vraiment fier ? Oui,
Alors, en tant qu'éducateur sportif vraiment de terrain, c'est tous les jeunes qui arrivaient au judo mais qui avaient aucune prédisposition, qui étaient certains un petit peu enrobés, qui n'étaient pas forcément doués dans le sport. Mais l'intérêt du judo, c'est que quel que soit son gabarit, on peut y trouver son compte, et finalement de les faire briller après sur les tatamis et finalement de s'épanouir après dans la vie. Ça, c'est un des axes forts. Et puis après, sportivement, vraiment purement parlant, j'allais dire, c'est d'avoir ramené la première médaille d'or française pour une judokate non-voyante féminine aux Jeux d'Athènes. Ça, c'est un souvenir parce que ça avait fait un élan médiatique très fort. Tout le monde en parlait et puis de voir la joie que ça a procuré autour du staff et tout, c'était vraiment un moment inoubliable. Vous avez hésité quand on vous propose le poste de directeur technique national ? Très honnêtement, 4 secondes. Non, honnêtement, d'abord c'était en 2000. J'étais entraîneur national depuis 93 et c'est tombé. Les choses se sont fait un petit peu dans une espèce de suite logique très naturellement. Donc non, j'ai pas hésité. Ouais. C'était un enchaînement. Ok. Et le rôle précis du directeur, c'est de mettre les athlètes dans les meilleures dispositions ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le développement de la pratique du judo pour les personnes handicapées physiques en France. Donc là un travail plus justement sur l'enseignement, l'éducation, le développement, et puis un travail de détection, et puis la gestion des équipes de France, et puis de tous les déplacements internationaux. D'accord. Donc, c'était assez complet. J'imagine que le handisport a encore besoin d'être encouragé. Alors effectivement, on a besoin de continuer à encourager le handisport. Mais si moi je fais le point, mes premiers Jeux à Atlanta en 96, on arrivait sur le village olympique à Atlanta. Ils ont démonté tout ce qui était festif dans le village et ils ont laissé que l'essentiel, le restaurant, en démontant des lignes de service. Donc en fait, on avait des queues interminables. En fait, tout ce qui se voyait à l'extérieur était resté et tout le reste il l'avait enlevé. Et puis il y a eu un vrai gap au Jeux de Sydney où là on avait les mêmes installations que les valides, tout était en place comme les valides et puis ça a cessé de progresser. Aux Jeux de Londres, pour moi mes derniers Jeux, on avait les salles qui étaient remplies, qui étaient pleines de spectateurs avec des gens qui connaissaient pas forcément le handicap mais qui venaient voir du sport avant tout. Et puis là maintenant, aujourd'hui, c'est médiatisé, c'est retransmis. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un vrai progrès. Et puis un progrès qui est important, auquel j'ai participé, c'est que les sportifs handicapés avant étaient gérés par la Fédération Handisport. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines qui ont intégré les fédérations valides, c'est-à-dire qu'on n'est plus à part, mais ils sont traités comme les autres équipes. Et les judokas, on a été les premiers à franchir le pas. Donc ça, c'était juste avant les Jeux de Londres en 2010. Et ça a été une avancée pour moi extraordinaire pour laquelle je me suis battu pendant toute ma carrière. Et quand vous êtes directeur technique national, est-ce que vous aviez un mot d'ordre, une maxime inspirante quand vous parliez de motivation aux équipes ? Oui, alors le mot d'ordre général, c'était j'ai toujours pris le problème à l'envers, c'est-à-dire que moi j'ai dit qu'il fallait intégrer les valides au monde du handicap, parce qu'en France, on parle toujours d'intégration des handicapés, mais je pense que la première des choses à faire, c'est d'intégrer les valides au monde du handicap, que les valides comprennent le monde du handicap, et on effacera pas mal de différences en travaillant de cette façon-là. Donc ça, c'était important. Et puis le mot d'ordre, j'allais dire, c'est le mot d'ordre que l'on peut avoir avec tout sportif, c'est d'aller au bout de soi-même et de ne pas avoir de regrets à la fin de la compétition. Le résultat, il sanctionne pas forcément une qualité de travail, parce que si l'athlète il avait face à lui quelqu'un de plus fort le jour J, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est pas avoir de regrets, de bien s'être préparé. Et le jour J, d'avoir donné tout ce qu'on avait pour pouvoir être le meilleur, quoi. Et c'est la même chose au conseil départemental. Exactement. Et je me l'applique à moi-même. Alors, c'est vrai que du coup, parfois, je me dis, je suis un peu trop exigeant envers les autres, mais déjà, j'essaye d'être très exigeant envers moi-même. Et vraiment, l'implication que je peux avoir ici, en tout cas, c'est à la fin du mandat, je ne veux pas avoir de regrets, je veux avoir donné tout ce que j'ai pour que le département continue à se développer, et surtout que les gens qui m'ont fait confiance, comme le président Serge Décou, ne soient pas déçus. Je voudrais revenir sur le mandat de maire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer dans une campagne électorale ?
Alors le mandat de maire, en fait, il venait après ce mandat de maire adjoint. C'est vrai que bon, c'est la ville de Déol, c'est une ville que je connais bien, c'est une ville dans laquelle j'ai travaillé, j'avais beaucoup d'habitants finalement que j'avais côtoyés d'une autre façon. Et finalement, c'était une suite logique de m'impliquer pour les Déolois en tant que maire. Alors c'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir dans cette fonction et je m'attendais vraiment pas à me retrouver 1 an et demi après ici. Ça a été vraiment pour moi une décision très lourde à prendre puisque alors que je m'y attendais pas du tout, j'étais en plein exercice de maire. Le président de l'époque, Serge Descoux, me fait venir dans son bureau et me dit voilà, j'ai décidé d'arrêter alors que personne pensait qu'il allait arrêter. Et j'aimerais que tu sois le chef de file. Voilà, en gros, tu as un week-end pour réfléchir, quoi. Donc, on a eu des discussions familiales pendant le week-end. Et puis, je me suis dit que je pourrais servir Déol autrement. Donc, j'ai accepté pour ce nouveau défi, en sachant que je suis toujours dans l'équipe de Déol et que je continue à travailler. Mais le mandat de maire, c'est un mandat vraiment extraordinaire parce qu'on est au plus proche des gens. Et finalement, on touche vraiment de très près les actions qu'on peut mettre en place, puisqu'on a le retour immédiat de la population. Donc ça, c'est intéressant. On voit tout le travail que Gilles Averrousse peut faire sur la ville de Châteauroux. En fait, on a tout de suite le résultat du fruit de son travail. Donc ça, c'est intéressant. Vous pensez que c'est plus court en termes de retour sur investissement ? C'est plus court, ça c'est sûr, mais c'est surtout aussi, on a moins le droit à l'erreur parce que le moindre faux pas, comme on est à portée des habitants, on le paye cash. Donc il faut vraiment être sérieux et s'entourer d'une bonne équipe parce que on parle souvent du maire, mais je pense qu'un maire sans son équipe, c'est rien, sans les adjoints, sans les conseillers municipaux, c'est avant tout un travail d'équipe. Et à Déol, moi ce que j'ai souhaité faire dans l'élection, c'était de tout préparer en équipe. C'est-à-dire qu'on avait un programme qu'on a travaillé, on a fait des groupes de travail, on s'est réunis des dizaines de fois pour préparer le programme et surtout avec une seule motivation, c'est de dire on va proposer aux habitants que des choses qu'on va pouvoir réaliser. On va pas leur vendre du rêve ou si on leur vend du rêve, c'est parce qu'il est réalisable. Ouais, d'accord. Ça, c'est important. Et je fais pareil ici. Et le meilleur moment, c'est la campagne ou c'est la victoire ? La campagne, moi qui aime beaucoup les gens et rencontrer les gens, c'est vraiment très, très passionnant, très motivant. Mais bon, c'est vrai que le soir de la victoire, on m'avait dit si tu es entre 55 et 60% pour une première, ça serait super. Il y a le maire qui était en place, Monsieur Blondeau, qui nous avait épaulé pendant la campagne. Il était très présent. Et puis quand on a vu le score à 74 et quelques, on n'en revenait pas. Donc mais en même temps, ça nous a obligés à être encore plus performants. Donc ça met une certaine pression. Et quand vous décidez de passer le relais et de devenir président du département, vous avez des reproches des habitants ? Alors, il y a des reproches. Déjà, il faut savoir que les gens, les reproches, ils vous les font jamais en direct. Donc, parce que s'ils les font en direct, on peut s'expliquer. Après, il y a des personnes qui se sentaient peut-être un peu abandonnées. Mais j'ai un bon exemple pour les départementales. Il y a une jeune femme qui travaille dans un commerce à Déol. Son papa m'a dit ma fille, elle a pas voulu voter pour vous. Alors je dis bon, elle était là la jeune fille. Hein. Et la jeune fille, elle me dit oui parce que je voulais pas que vous nous lâchiez comme mère. Alors j'ai dit bon, alors je te pardonne, voilà. Mais voilà, il y a des gens en fait, ils ont eu du mal à comprendre pour certains, et je pense qu'ils ne voyaient pas le fait que finalement je quittais pas Déol parce que je suis toujours conseiller municipal et qu'en tant que président, je peux impulser une dynamique aussi à mon niveau pour le territoire de Déol, ne serait-ce qu'à travers les subventions, etc. Mais oui, il y a quelques Déolois qui n'ont pas forcément compris. Aujourd'hui, quand je vais sur le marché à Déol et tout ça, on sent que ça y est, je suis le président et ils sont passés à autre chose et ils me voient différemment et ils voient bien que je suis toujours sur le terrain, proche d'eux. Quand vous prenez la présidence du département, qu'est-ce qui vous a étonné le plus ? Alors déjà, c'est extrêmement impressionnant parce que même si une fois qu'on est élu, qu'on sait qu'on a la majorité, on sait qu'on va être élu président, c'est plus un secret dans la semaine qui suit le deuxième tour. Mais bon, moi je me rappelle, c'était le 1er juillet, le matin à 11h30, on est élu, on sort de la séance et on se retrouve derrière le bureau dans lequel on se trouve. C'est quand même impressionnant. Et là on se dit, ça y est, il faut y aller. Et là, oui, il y a un peu les épaules qui tombent.
Et puis on se ressaisit, et puis après on est pris dans une espèce de tourbillon, parce qu'on a toute une équipe autour de nous, et ça y est, l'agenda il est parti, on contrôle pas son agenda, on contrôle finalement pas ses journées, on suit le battle rythme qui nous est imposé, et ça tout de suite. Et moi ce qui m'a impressionné c'est ça, c'est d'être tout de suite pris dans le tourbillon. Ce qui est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas de vacances du Ah non, pouvoir. Il n'y a pas de vacances. Puis le fait qu'on s'inscrive dans une continuité avec l'équipe, tous les dossiers ont continué. Moi, j'avais été préparé par le président, et puis on se revoit régulièrement. Il passe tous les 10 jours me voir, et puis on échange. Moi, je lui donne le conseil, etc. Donc, effectivement, il y a cette continuité qui est agréable, qui est confortable. Et d'ailleurs, vous avez changé quelque chose dans le bureau ? Oui. Alors pour l'instant, j'ai changé qu'une seule chose, c'est le cadre qui se trouve au-dessus de mon bureau, Simone Veil, qui me suit depuis que je suis élu dans tous mes bureaux. Pourquoi ? Parce que je suis centriste, et que pour moi c'est l'icône des centristes. Et puis c'est une femme que j'ai rencontrée dans ma carrière de judoka, et c'est la première femme politique que j'ai entendu parler sur les personnes handicapées de façon positive et pas larmoyante, et plus sur la performance que sur le fait de, entre guillemets, le discours « mes pauvres petits handicapés ». C'était un discours fort qui avait eu lieu au CNOSF avant les Jeux de Sydney, et franchement avec l'ensemble des personnes présentes, on avait dit vraiment c'est une grande dame. Et puis le hasard de la vie a fait que, comme elle faisait partie de mon parti centriste, on la voyait régulièrement sur les meetings. C'est quelqu'un qui m'a marqué, et je pense que c'est quelqu'un qui m'a emmené à la politique en fait, indirectement. Voilà. Donc elle est toujours au-dessus de moi, avec un slogan Merci Simone, qui était un slogan qui avait été fait par une association parisienne. Voilà. Donc ce cadre me suit tout le temps. Sans transition, quel est votre système de management ? J'imagine que vous avez des points réguliers, des réunions. Ça m'intéresse de savoir comment vous gérez les équipes. Mes équipes, j'allais dire, je vais l'appeler ma garde rapprochée. Donc le directeur général des services, qui lui va avoir à gérer plus les 1200 employés du département, ma directrice de cabinet, ma secrétaire et mon chauffeur, parce que c'est sans chauffeur avec un agenda comme le nôtre, c'est impossible. Alors au début, j'avais beaucoup de mal avec ça. Même les premiers jours, Philippe, mon chauffeur, m'a dit mais président, si moi je vous emmène pas, j'ai plus de travail, et vous allez voir que vous allez être obligé de m'utiliser beaucoup. Et bon, très rapidement, on s'aperçoit qu'on travaille dans la voiture, que sur tout le département, on est beaucoup en déplacement, on peut pas gérer l'enchaînement des réunions. Et donc avec cette équipe-là, cette garde rapprochée, on travaille vraiment en toute confiance. Et surtout, on a des temps de travail, alors surtout avec ma directrice de cabinet qui, elle, a en charge plus le côté politique, et puis mon directeur des services qui, lui, a le côté plus administratif. On a des temps de travail une fois par semaine où là, on s'échange et on se dit tout. Et après, moi, je tranche. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'échange. Quand on est dans mon bureau, d'ailleurs, à cette place-là, il y a 3 chaises, d'ailleurs, c'est ici qu'on travaille, et on se dit tout, et moi je tranche. Alors c'est vrai que c'est une grosse machine, le département, et souvent les administratifs, ils ont des habitudes, eux ils sont là, les hommes politiques passent, mais eux ils sont là depuis, le directeur, il est là depuis très longtemps, donc bon, moi, je suis pas là en pantin. Je veux vraiment décider les choses. Donc, on a ce temps d'échange, et puis après, en fonction de ce qu'ils me disent, moi, je tranche. Ça, c'est avec eux. Et puis, sur le plan de mon équipe politique, avec mes vice-présidents, mes conseillers départementaux, là, j'ai mis en place des réunions mensuelles toutes les 3 semaines, avec mes vice-présidents. Mmh. Et là, on prend des décisions politiques, des orientations politiques, sachant qu'on a un fil conducteur, c'est notre programme, ce qu'on a promis aux habitants. Et puis, on tranche les avancées ensemble, on voit les problématiques. Et puis, j'ai une réunion avec mes conseillers départementaux aussi, une fois par mois, de la même fréquence. Et là, on se réunit, et chaque canton parle de son canton, nous parle de leurs problématiques, et on essaye de les résoudre ensemble. C'est vraiment l'esprit d'équipe qui règne. Il y a une extrêmement bonne ambiance entre nous, une ambiance de travail. Les conseillers départementaux sont très impliqués sur le terrain, parce que c'est vrai que quand on vient
d'une zone plus urbaine, comme c'est mon cas, on se rend pas compte de l'importance du conseiller départemental dans les communes rurales. C'est extrêmement important. C'est une personne centrale. Et ça, honnêtement, c'est une des choses. On parlait tout à l'heure des choses qui m'ont surprise, c'est ça. Quand je me déplace dans les zones rurales, l'arrivée du président, c'est un événement. Et ça, au début, c'est un peu déstabilisant aussi. En tout état de cause, je travaille avec les maires de façon très rapprochée. J'ai souhaité les rencontrer très vite, donc j'ai fait des réunions avec les maires du département. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que finalement, tout le travail que je faisais à Déol, tous les maires sont extrêmement impliqués dans les communes de l'Indre pour faire vivre le département. Et ça fait chaud au cœur et on travaille vraiment main dans la main avec eux. Je crois que il y avait une petite réticence avec mon arrivée, puisque je venais d'un milieu plus urbain. Donc je parle des gens qui sont des milieux ruraux. Et très vite, ils se sont rendus compte que finalement, voilà, je serais un homme de terrain et que je serais à leur côté. Et il y a une confiance qui s'installe petit à petit au fil des semaines. Et ça se passe vraiment bien. Vous pensez que les priorités d'un président départemental, alors ici comme ailleurs, elles dépendent vraiment de la couleur politique du président ? Ce qui se passe avec la loi NOTRe qui a donné en fait des prérogatives précises aux collectivités territoriales et avec des missions, c'est-à-dire que nous par exemple on s'occupait avant du transport, aujourd'hui on s'en occupe plus, on s'occupe vraiment essentiellement du social puisque c'est 2/3 de notre budget, on s'occupe des associations, on est le premier partenaire des maires, donc ça donne un cadre quand même, ça c'est clair. Après je pense qu'effectivement on peut être un président clivant et être très politique et s'engager auprès des personnes qui sont plutôt de notre couleur, où on est quelqu'un de plus ouvert, et c'est mon cas. Et là, on travaille avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un canton, que je rencontre des maires, je suis incapable de vous dire quelle étiquette politique ils ont. Et à la limite, ça m'intéresse pas. On est là pour travailler pour le territoire. Et ça, c'est ma priorité. Et je pense que si on fait pas ça, c'est pas possible, c'est impossible. Je vois sur l'agglomération avec Gilles Averrousse, quand on fait des réunions de maires, voilà, il y a des sensibilités sans doute politiques différentes, mais l'idée c'est qu'on est là pour travailler pour l'agglomération. Sur le département, c'est exactement la même chose. On travaille pour le département avant tout et on fait fi des appartenances politiques. Et d'ailleurs, on parle souvent de culture d'entreprise, mais on peut parler de culture de département ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Et je pense que ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à inculquer parce que les gens n'ont pas forcément cette culture départementale. J'allais dire, l'habitant lambda, il voit pas forcément à quoi sert le département. Et quand on échange avec eux et qu'on leur donne nos missions, on leur dit, voilà, vous au quotidien, on va apporter des aides financières pour que ça se fasse. On va aider les associations. Donc là, c'est vraiment du lien direct avec eux. Là, ils perçoivent mieux les choses. On parlait d'éducation tout à l'heure, mais avec mes propres enfants, quand je leur ai annoncé que j'allais sans doute être président du département, il a fallu que j'explique les choses, alors que pourtant ils sont dans le milieu. On se rend compte que on a un gros travail pédagogique à faire là-dessus, et on s'y attelle avec le service communication pour que justement les choses soient plus lisibles pour les gens et plus claires. En même temps, avec des régions qui sont extrêmement grandes maintenant, est-ce que le département, c'est peut-être pas le territoire idéal ? Pour moi, c'est la bonne échelle de proximité. On sait qu'avec des grandes régions, comment un homme politique qui habite à Bordeaux peut savoir ce qui se passe en Creuse, quoi. Enfin, c'est très compliqué, c'est une échelle très importante. Je pense qu'effectivement, l'échelle départementale est la bonne échelle de proximité pour travailler et pour donner du sens à l'action politique. En tout cas, moi, je me retrouve vraiment dans cette fonction, ça, clairement. Vous pensez que les Indriens sont fiers de leur département ? Alors, c'était une vraie difficulté que j'ai commencé à percevoir quand j'étais président de l'agence de développement touristique de l'Indre sur le précédent mandat. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, on avait tourné un film promotionnel pour l'Indre avec des images de drones du département, quelque chose qui était très joli. On avait fait aussi une boîte spécialisée là-dessus. Et quand la première fois que je l'ai projeté, il y a un habitant qui me dit c'est quand même bien vendu, c'est pas chez nous ça. Et là je me suis dit waouh, on a du boulot parce que je lui dis c'est que des images du département, c'est chez vous tout ça.
Et ça, c'était il y a plus de 6 ans. Aujourd'hui, les mentalités, elles changent et je trouve que les Indriens commencent à être fiers de leur département. Et je pense qu'une fois que nos habitants vont être fiers du lieu où ils vivent, on va pouvoir commencer à faire quelque chose pour aller vers l'extérieur. On a fait une campagne de pub dans le métro avec l'agence d'attractivité l'été dernier, et on s'est rendu compte que les gens se prenaient en photo, les gens qui étaient à Paris, et il y a ce sentiment d'appartenance là qui commence à être présent. Il ne faut pas qu'on relâche, mais en tout cas le premier défi, c'est effectivement que les gens se sentent fiers, et je sens que ça vient. Oui, parce qu'on sait qu'il y a un chauvinisme breton ou provençal. Exactement. Par contre, le chauvinisme berrichon, il n'est pas forcément assumé. Il est plutôt, j'allais dire, c'est plus dans le domaine du complexe. Enfin, moi, je l'ai vécu à travers le sport. Quand je suis arrivé à Déol en tant qu'entraîneur et que on est parti pour la première fois au championnat de Ligue à Orléans, ils avaient tous la tête basse en disant on va aller se prendre une volée à Orléans. Mais je dis mais pourquoi ? Ils ont fait la même compétition préalable que vous. Ils sont pas, voilà. Il y avait et au fil du temps, on s'est aperçu que ça s'est transformé et j'allais dire que sur le plan sportif, mais même aussi sur le plan économique, on a des entreprises fabuleuses maintenant qui sont sur le département, qui sont exceptionnelles même et uniques. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en soit fier et qu'on en parle surtout. C'est important. Qui dit fierté dit étendard, d'image à porter. Ouais. Il n'y a pas une image qui est accolée au Berry. Par exemple, le drapeau du Berry est très peu connu, par exemple. J'allais dire, la principale des difficultés de notre territoire, c'est pas qu'il ait une mauvaise image, mais c'est qu'il n'a pas d'image. C'est qu'il n'a pas d'image, je suis d'accord. Et il faut qu'on travaille là-dessus, justement. C'est de lui donner une image et bon, je trouve que les choses évoluent bien. Puis l'agence d'attractivité fait un travail vraiment phénoménal, notamment sur le plan de la santé, sur le plan des nouveaux arrivants et puis sur le plan du tourisme. Donc ça, il faut quand même le souligner et puis dire qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Et nous, on continuera à subventionner cette agence parce que je pense que c'est pour nous un des points d'appui majeurs de la politique de développement du département. Mais ouais. Et d'ailleurs, sur l'agence de l'attractivité de l'Inde, c'est vrai qu'ils communiquent beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est plutôt sur les réseaux, on les voit beaucoup en tout cas. Oui, c'est ça. On est très présent et ça, c'est bien. Super. Comment vous faites pour concilier cette vie professionnelle extrêmement chargée d'un point de vue d'agenda et votre vie personnelle ? Alors, j'allais dire que avec mon épouse, on a ce fonctionnement-là, on l'a depuis toujours, puisque quand j'étais sportif, j'étais quand même déjà extrêmement occupé. Donc, j'ai pas une épouse qui est sur le canapé à la maison en train d'attendre. Elle a aussi ses occupations, elle a sa vie, elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis avec les enfants, on a des temps où lorsqu'on est ensemble, on est vraiment ensemble. C'est-à-dire que je coupe. Je suis capable de couper. Alors, j'ai par exemple, on a un moment qui depuis des années est un moment où même aujourd'hui, mes plus grands qui ont 25 ans, plus de 25 ans pour l'un et 25 ans pour l'autre, on se retrouve au ski. Et cette semaine-là, on a une passion commune, le ski, et on partage cette semaine ensemble de façon intense. Et ça, je n'y déroge jamais. C'est vraiment la semaine qui est incompressible. Après, on trouve des moments. Mais oui, pour conjuguer les deux, il faut que quand on ait les moments à la maison, il faut qu'on soit vraiment là. Et du coup, quel rapport vous avez avec votre téléphone ? Parce que j'imagine qu'il doit sonner sans cesse. Quand j'ai vu la pub où on a la personne qui a pu son téléphone qui se transforme en homme préhistorique, qui devient fou, c'est un peu ça. Voilà, j'essaye de pas être trop accroché, mais honnêtement, le rapport c'est que j'ai tout, c'est mon agenda, c'est mes mails, au fil de l'eau, on a beaucoup de numéros de téléphone, beaucoup de contacts. Donc non, c'est malheureusement, il est un peu greffé à notre existence, et ça, c'est une réalité. Par contre, quand je vous disais être capable de couper, c'est aussi sur les moments où on est en famille, d'arriver un peu à décrocher. Voilà. Mais le soir, quand vous rentrez à la maison, vous le gardez sur vous ou vous le posez quelque part ? Il est jamais très loin, pour être honnête. Puis c'est terrible parce que la technologie fait qu'aujourd'hui j'ai une montre connectée et que en gros, même quand mon téléphone n'est pas à côté de moi, ça me rappelle à l'ordre. C'est une réalité. Quand vous prenez la présidence, moi ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que vous êtes présent sur les réseaux sociaux beaucoup. Quel est votre rapport avec ce média ?
Il y a deux choses. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, un homme politique qui n'est pas sur les réseaux sociaux, il a du mal à faire passer certains messages, mais en même temps, il faut être sur le terrain. C'est-à-dire que les réseaux sociaux font pas tout. Et quand je vous disais que je me suis entouré de jeunes, ici j'ai un community manager qui a 25 ans. Et c'est vrai que lui, il conçoit mes réseaux sociaux avec un regard jeune. Il me booste sur certains côtés et finalement il parle aux personnes de la bonne manière. Donc ça, j'ai ce rapport de présence forte, elle est importante. Je vais vous donner un exemple. Je pense pas que je fasse moins de choses que Monsieur Descoux, mon prédécesseur sur le terrain. Sauf que il y a 15 jours, j'ai rencontré une personne, je pense d'une 60aine d'années sur le marché, qui me dit Ayon, depuis que vous êtes arrivé, vous êtes partout, ça change. Et pourtant, voilà, c'est juste que je dis ce que je fais. Voilà, effectivement. Je pense que c'est important aussi. Ouais. Non, c'est sûr. Comment s'est passé le confinement pour vous ? On est au mois de mars 2020. Vous apprenez les mesures du président de la République. Quel est votre état d'esprit ? Alors là, pour moi, c'était extrêmement particulier parce que j'avais été élu maire de Déol. Ouais. Donc, pas de possibilité finalement de devenir maire parce que j'étais élu, mais il n'y avait pas eu l'élection du maire. Donc, j'étais élu, je savais que j'étais élu, mais pas maire. Donc, c'est la première chose, donc très particulier. Et puis, bon, comme je suis un peu hyperactif, et peut-être qu'un peu le mot est faible, j'étais un peu comme un lion en cage. Donc, c'était assez rigolo parce que, en fait, je pouvais pas faire grand chose puisque j'étais plus directeur de cabinet. J'étais pas encore maire, mais voilà, j'étais dans une espèce de flou artistique. Donc, difficile de me positionner. J'avais un positionnement compliqué. Et puis, en même temps, plus sur le terrain, être obligé de rester à la maison. Donc, c'était compliqué. Comme on avait le droit de courir, je peux vous dire que le kilomètre autour de la maison, je le connais par cœur parce que j'y allais tous les jours, il fallait que je me dépense. Et puis, j'en ai profité, et là, pour faire un peu d'humour, j'aime pas trop faire du bricolage. Donc, mon épouse, comme j'étais prisonnier, elle m'a fait un peu bosser dans la maison. Vous avez progressé ? Et donc, j'ai progressé fortement. Super. J'ai une question que j'aime bien poser aux invités, c'est est-ce que vous avez eu un échec ? Et surtout, c'est pas trop l'échec qui m'intéresse, mais c'est comment vous l'avez surmonté. L'échec, il a été scolaire aussi. Voilà. Mon premier échec, c'est ça, c'est que scolairement, je n'arrivais pas à m'épanouir. Donc, il y a un moment donné où je me suis posé et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et donc là, une fois que j'ai trouvé ma voie, j'ai pu m'épanouir et je me suis rendu compte qu'on pouvait rebondir. C'était à quel âge ? 16-17 ans. Ouais. Voilà. Donc après, ça a mis du cadre un peu à ma façon de voir les choses. Et puis, j'allais dire que sportivement parlant, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup d'échecs. J'ai rebondi j'allais dire de victoire en victoire. Et c'est finalement compliqué parce que je sais qu'un jour, j'aurai un échec. Politiquement, j'en ai pas encore eu. Donc, il faut juste savoir... Mon père me dit souvent, pense-y. Mais je pense qu'il a raison de dire qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais que demain j'aurai peut-être des échecs. Bon, je pense que le jour où j'aurai un échec, je sais que là je suis en CDD, que je dois travailler, mais que si les gens ne sont pas satisfaits à la fin de mon mandat, tout peut s'arrêter. Donc ça, j'ai bien conscience de ça. Mais ça ne me fait pas peur parce qu'en même temps, je rebondirai sur d'autres choses. Et puis, peut-être que je retournerai à mes premiers amours, le sport. Voilà, puisque on me fait souvent des appels du pied pour qu'au niveau national je reprenne des fonctions. Donc je sais que j'aurai des portes qui pourront s'ouvrir, mais aujourd'hui je m'implique à fond en tout bon sportif. Je pense plus à la victoire qu'à la défaite, parce que c'est souvent ce que je disais à mes sportifs. Si vous montez sur un tatami, réfléchissant à ce qu'il faut faire pour pas perdre, c'est déjà que vous avez perdu. Donc là, voilà, je mets tout en œuvre pour continuer à travailler dans le bon sens et que les choses se passent au mieux. D'accord. Vous avez des responsabilités dans Paris 2024 ? Alors, sur Paris 2024, j'appartiens au groupe de travail de l'agence de l'Association des départements de France sur Paris 2024.
Mais j'ai pas d'implication en direct sur la fédération, même si, comme je vous le disais, j'aurais pu prétendre sur certains axes. Voilà, donc non, aujourd'hui non. Je m'implique pleinement ici, localement. Déjà, ça demande beaucoup de temps. Donc on a bien compris que le sport, c'est un des fils conducteurs de votre vie. Est-ce que vous avez d'autres passions ? La cuisine. Ouais, je suis un passionné de cuisine. Pendant des années, mon épouse touchait même pas une casserole, c'est-à-dire que je faisais même le quotidien. C'est vrai qu'avec depuis que je suis président, voilà, elle s'y est mise. Ouais, voilà. Ok. Il y a un plat signature, Marc Fleuret ? Alors oui, j'aime bien le pâté berrichon. Il paraît qu'il est pas trop mal. J'avais d'ailleurs participé au concours de Levroux où j'avais fini 2e. Ah, trop bien. Donc félicitations. Il est pas trop mal a priori. Voilà. Ouais, mais les gens, quand ils viennent à la maison, ils se plaignent rarement de ce qu'ils mangent. Okay. Est-ce que vous avez une maxime ou une citation qui vous suit ? Alors franchement, non. Pour être honnête, j'ai pas de maxime qui me suit, mais je pense que ce que je me dis sans arrêt, c'est que sans travail, on peut rien faire. Et ça, c'est quelque chose que je transmets à mes enfants et aux gens qui m'entourent. C'est sans travail, on peut rien faire. Ça, c'est pas possible. Je pense que si on veut atteindre un objectif, il faut travailler. Et ça, c'est la chose pour moi la plus importante, c'est le travail. Vous croyez plus au travail qu'au talent ? Je pense que c'est après le sens du contact, etc. On peut l'avoir naturellement. Le talent naturel, bon, bien sûr, dans certaines choses évidemment, mais je pense que en politique, si on aime les gens et qu'on travaille, ça peut fonctionner. Mais il faut travailler. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller ? Ça va vous faire rire, mais depuis que je suis élu président, je crois que j'ai jamais autant lu de ma vie, mais pas de livres, que des dossiers. Donc ça laisse aucun temps à la lecture de loisirs. J'en parlais il y a pas très longtemps avec ma collaboratrice. C'est-à-dire que je passe toutes mes soirées, dès que j'ai du temps, en fait, je lis pour le département, les dossiers, etc. Bon, je lis, vous voyez, il y a Le Monde sur mon bureau tous les jours. J'aime bien avoir cette lecture parce que ça me donne une vision aussi globale. Je lis La Nouvelle République, c'est la première chose que je fais le matin. Je lis La Nouvelle République. Après, sur les livres, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est pas un grand écrivain, mais c'est Thierry Marx qui a écrit un livre sur sa philosophie de vie. Mm-hmm. Alors moi, c'est vrai que ce livre, on me l'a offert parce que Thierry Marx a fait du judo. Oui, il est passionné de cuisine. Vous savez que Thierry Marx était lié à Valençay aussi, puisqu'il a fait sa thèse sur Carême et sur Valençay. Et donc, il a fait un bouquin sur sa façon de voir la vie. Et je me suis retrouvé totalement dedans, en fait. Parce qu'il applique finalement la philosophie du judo et tout ce qu'on apprend dans sa vie perso. Et c'est vraiment le dernier livre qui m'a vraiment marqué. Vous l'avez rencontré ? Alors, je ne l'ai jamais rencontré, mais on a un projet là sur Valençay et je lui ai écrit et j'espère pouvoir le rencontrer un jour. Bon, super. Marc, le podcast s'appelle Goodberry. Quel est, c'est ma dernière question, selon vous, l'endroit, alors c'est difficile pour un président du département, mais l'endroit que vous préférez dans le département ? Je pourrais vous faire une réponse très politique en vous disant que j'aime tous les endroits du Berry, ce qui n'est pas faux parce que chaque endroit a son charme. Mais moi, il y a un endroit où j'aime me retrouver, c'est sur le circuit des Fileuses. Je trouve que c'est un endroit magique parce que quand on est en haut de ces rochers, qu'on a la vue sur les ruines de Crozant, ça me vide l'esprit d'être là-bas. J'aime bien y randonner. Je vais même faire du paddle au pied des Fileuses. Voilà, c'est vraiment un endroit, je trouve que à quelques minutes finalement de Châteauroux, on est totalement dépaysé. On est dans un lieu totalement magique, qu'on soit en haut ou qu'on soit tout en bas sur l'eau. Voilà. Donc vraiment ce lieu-là, pour moi, est un lieu où j'aime me retrouver. Ok. Merci en tout cas Marc Fleuret. Merci à vous. Moi je vous remercie pour votre disponibilité parce que je sais que l'agenda est extrêmement compliqué. Donc avoir pris une heure pour nous parler de vous, je voulais vous remercier pour ça en tout cas. Merci à vous, ça fait plaisir aussi de pouvoir échanger librement un petit peu sur
tout ce qu'on fait. Donc merci à vous. Super. Bonne journée en tout cas. Bonne journée à vous. Au revoir. Hello, je suis sûr que cette conversation vous a plu. Je mets quelques liens sur Facebook, Instagram et LinkedIn sur les différents sujets évoqués. Quelques infos sur le podcast aussi, nous avons dépassé les 3500 téléchargements. Soyez-en remerciés. Merci également à tous ceux qui ont partagé un des épisodes afin qu'il soit relayé et connu. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.